avec les témoignages riches en émotions et en interrogations de ces nouvelles familles, ce ne sont plus les différences qui sautent aux yeux, mais les points communs partagés avec tous les autres parents. Ce qu'on attend d'un parent, c'est qu'il aime son enfant de manière inconditionnelle, qu'il le soigne, l'éduque, le protège et l'accompagne dans l'autonomie. Étendre la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes et aux femmes célibataires, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Alors, après plusieurs reports, cette question devrait être débattue au Parlement à l'été 2019 à l'occasion de la révision des lois bioéthiques. Et avec mes invités, on va maintenant s'interroger sur ces nouveaux modèles familiaux, sur ce qu'ils racontent de notre société et de notre conception de la famille et de la filiation. Louise Fasso-Monaldi, bonsoir. Bonsoir. Votre famille est l'une de ces nouvelles familles et vous en êtes très fière. Oui, tout à fait. Alors, nouvelle famille, oui, pourquoi pas. J'ai quand même 33 ans. Mais... Nouveau modèle familial, disons quand même. On va dire ça. Vous avez été élevée par deux mamans. Tout à fait. Tout à fait. Mes deux mamans... Qui se sont rencontrées, c'est quand elles se sont rencontrées au début des années 80. Au tout début des années 80. Et puis... Voilà, peu à peu, elles ont eu, surtout une a eu envie d'avoir un enfant et puis elles ont réfléchi à différents moyens. À l'époque, PMA à l'étranger, on n'en parlait pas. Je pense qu'elles se sont même pas posé la question. Ouais. D'accord. Et puis elles avaient de bons amis, un couple hétéro et lui a accepté d'être le papa. Voilà, et sa femme a accepté qu'il soit le papa. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc vous avez en fait pratiquement 3 mamans. Oui, la femme de cet homme est devenue quand même très proche. Exactement. Et du coup aussi une ribambelle de frères et sœurs de ce côté-là. C'est ça, j'en ai 3. D'accord, c'est en fait une jolie famille recomposée. C'est ça, sauf qu'il n'y a jamais eu de séparation avant, alors du coup, c'est encore mieux, quoi. Et vous avez l'air assez épanoui, on va en parler. C'est vrai que c'est important que vous soyez là parce qu'on n'entend pas beaucoup la parole des enfants qui ont grandi dans ces modèles familiaux. On entend les parents, mais peu les enfants. Notamment parce qu'ils sont souvent victimes de préjugés. Est-ce que vous avez été victime de préjugés avec cette famille particulière ? Alors moi, j'ai eu la chance de jamais avoir à souffrir de ce genre de choses. Alors, même pas à l'école Même pas à l'école, à aucun moment. Enfin, j'ai jamais été victime de préjugés. J'ai entendu des préjugés, mais vous concernant, je raconte pas mon histoire familiale à n'importe qui que je rencontre. Que l'on sache que c'est deux femmes qui vous élèvent. Est-ce qu'il y a eu des commentaires sur éventuellement leur homosexualité, sur quelque chose Tant que j'ai été incapable de me défendre, j'ai jamais eu à subir ces commentaires. D'accord. Et après Après, au lycée, l'homophobie rampante aidant, c'est pas toujours simple. Mais bon, à cet âge-là, j'étais déjà en âge de répondre. Et ça s'arrêtait assez vite. Oui, ou en tout cas, j'arrêtais de voir les personnes, tout simplement. Quand on n'a pas les mêmes opinions, on n'a rien à voir. Donc, 3 mamans et un papa. Petite, ça s'organisait comment ? Qui vous a élevé ? Moi, j'ai été élevée par mes 2 mamans, tout le temps. Oui. Après, par contre, on partait en vacances et on faisait Noël tous ensemble. Donc avec mon père, ma belle-mère et mes frères et sœurs. Oui. Puis voilà, peu à peu, la famille s'est agrandie. Et pour vos frères et sœurs, vous faisiez partie de la famille complètement ? Ah oui, complètement. Alors j'étais quand même beaucoup plus jeune que ma plus grande sœur. Donc quand j'étais petite, je l'intéressais pas tellement. Mais mon frère et mon autre sœur, oui. D'accord. On était en permanence ensemble. L'éducation, c'est vraiment vos 2 mères qui vous l'ont donné. Oui. Gérard n'a jamais eu de rôle éducatif, on va dire. Il était là pour me féliciter quand j'avais de bonnes notes ou des choses comme ça, mais pas de... Le quotidien et l'amour quotidien, c'était vos mères. C'était elles deux, oui. Tout à fait. François Oliven, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique, spécialiste de la reproduction. Alors, parmi tous les détracteurs de ces nouvelles familles, beaucoup disent que les enfants qui sont nés de couples homosexuels ou de mères célibataires, donc sans père, sont plus exposés au malheur. Vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense, personnellement, j'en pense que la science en pense. Donc, je suis médecin et j'ai fait de la recherche, en particulier sur le devenir des enfants, en l'occurrence, après PMA. Mais en ce qui concerne les femmes homosexuelles, contrairement à ce qu'on dit, il y a beaucoup d'études qui sont intéressées à ces enfants et qui montrent qu'ils n'ont ni plus ni moins de problèmes que les autres, même si ça choque certains, mais c'est quand même la réalité des études qui sont publiées. Et là, on parle de plusieurs dizaines d'études. Pour les mères célibataires, c'est un petit peu différent. Et la plupart des études qui montrent des problèmes ont été faites sur des femmes en fait qui se sont retrouvées célibataires.
parce qu'elles se sont séparées, parce qu'elles n'ont pas eu une grossesse désirée qu'elles ont gardée contre l'avis du père. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, et par exemple dans mon cabinet, c'est des femmes qui sont ce qu'on appelle des mères célibataires d'intention. Elles ont décidé de faire un bébé toutes seules. Et évidemment, on ne peut pas du tout comparer ces deux situations qui n'ont rien à voir, puisque d'un côté, il y a souvent un traumatisme, une déception, des choses comme ça, et de l'autre côté, il y a des femmes, et d'ailleurs on le voit très bien dans votre documentaire, on voit que ces femmes ont bien réfléchi. Dans votre documentaire, il y a cette dame qui d'ailleurs a créé une association de ces femmes, la Maman Solo, qui est une association qui les représente. Eh bien, on voit bien qu'elle réfléchit, on voit bien que son père est une sorte de référent paternel, donc c'est pas du tout un projet. Et ça le montre très bien dans votre film. Donc ça manque un petit peu d'études, il faut le dire, il faut être honnête, par rapport à ces femmes célibataires. Donc elles sont à faire. Mais en tout cas, il n'y a pas d'études alarmantes. Et les Belges, par exemple, qui le font depuis 1984, ont bien étudié le devenir de ces familles. Elles ont défini un certain nombre de critères qui permettent d'éviter les problèmes. Et si on s'en tient à ça, en évitant, je ne sais pas, des femmes seules qui font un bébé dans des mauvaises conditions, ça se passe dans leur observation plutôt bien. Et en tant que, j'ai bien compris, en tant que scientifique, en tant qu'homme, que père de famille, est-ce que vous avez toujours eu ces idées, ou est-ce qu'éventuellement vous avez justement évolué en voyant les études ? Oui, exactement, j'ai évolué. C'est-à-dire que comme ça, en tant que père, je me disais, il faut que sûrement un papa pour qu'un enfant soit heureux. Mais une fois que j'ai lu ces études, que je m'y suis intéressé, que je les ai vues dans des congrès scientifiques, je me suis rendu au fait de l'observation, parce que finalement, on peut avoir des préjugés, comme vous le disiez très bien, et puis il faut voir la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que, en tout cas, un enfant peut s'épanouir tout à fait correctement dans un couple formé de deux femmes ou avec une femme célibataire, parce que cette femme célibataire, elle n'est pas seule. Il y a ce qu'on appelle des référents paternels, souvent. Donc voilà un petit peu le point de vue, ce qui m'amène aujourd'hui à regarder les choses avec plus d'ouverture et de bienveillance. Serge Effès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce que pour vous, donc vous suivez en plus depuis longtemps ces enfants, est-ce que les familles homoparentales, ça ne crée pas un frein au développement psycho-affectif d'un enfant ? Parce que c'est vraiment l'idée que ça véhicule beaucoup. Oui, pas du tout. Alors, je ne vais pas répéter ce que vient de dire François Olivier, qui a tout à fait raison. Ces enfants, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu énormément de familles avec deux papas, deux mamans. La première que j'ai vue, je me souviens, c'était presque il y a 30 ans. Vous voyez, ça aurait pu être vos mères, parce qu'il arrive. C'est pas parce que c'est deux mamans ou deux papas que les enfants rencontrent pas éventuellement des petits problèmes dans leur trajectoire. Ils ont le droit d'avoir aussi des difficultés. Je vous avoue que pour la première famille que j'avais vue, j'étais un peu tombé de ma chaise parce que je n'avais jamais pensé à cette configuration. Et puis j'ai appris avec elles, j'ai appris avec eux, et j'ai appris que c'était des familles tout à fait favorables, non seulement favorables à l'épanouissement des enfants, mais peut-être des familles où on se posait encore plus de questions que dans les autres familles par rapport à ce qui convenait pour l'enfant, par rapport à la façon dont on allait l'aimer, dont on allait aménager son temps, dont prenait en considération les petits problèmes de l'enfant dès qu'il se posait, avec beaucoup de dialogue autour de ça, parce que c'est des parents qui savent que c'est des enfants qui ont besoin de parler parce qu'ils ne sont pas dans une situation équivalente à celle de leurs camarades. Et puis on ne peut pas leur mentir sur leurs origines, c'est compliqué. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que disait François Oliven sur les études, non seulement les études montrent que les enfants sont plutôt équivalents aux autres enfants dans toutes les familles, mais même qu'ils ont des scores un petit peu plus favorables par rapport à l'ouverture d'esprit. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais est-ce qu'ils ne souffrent pas quand même souvent de préjugés, notamment justement à l'école, de la part des autres en tout cas ? Ils souffrent de préjugés, mais comme on souffre de préjugés quand on a des stigmates d'exclusion, parce qu'on est d'une couleur différente de ses camarades, parce qu'on est gros, parce que sa famille n'est pas comme les autres. Donc oui, les enfants sont très normatifs, il faut le savoir, et donc un enfant qui serait le seul dans une école, dans une famille homoparentale, bien évidemment, il va être montré du doigt. Donc ça demande de la force. Et ça demande aux parents d'avoir cette force de conviction et de travailler aussi avec l'école, de travailler avec les autres parents. Et on voit en général ce qui se passe, c'est-à-dire que justement, il y a des parents qui soutiennent, il y a des profs qui soutiennent, donc ça crée aussi des dialogues à l'intérieur de l'école. Aujourd'hui, dans Paris, il y a des écoles où il y a 4, 5, 6 familles homoparentales. Donc ça devient la banalité. À mon époque, quand j'étais enfant,
un enfant de divorcé, on le montrait du doigt à l'école. Il n'y en avait qu'un sur une école de 300 enfants. Vous voyez quand même la différence aujourd'hui. Et un autre argument souvent avancé, c'est que ces enfants seraient plus souvent homosexuels parce que nés d'un... Non, mais justement, j'essaye d'avancer pour dénoncer les arguments les uns après les autres. On a vu ça nulle part. Voilà. Il n'y a rien qui montrerait... Aucune statistique. Ils sont peut-être plus ouverts à certaines expériences autour de la sexualité, mais les ados le sont beaucoup plus aujourd'hui, même quand ils sont dans des familles Parce que c'est régulièrement normales. dit par les adultes détracteurs des oui, PMA oui, pour mais tous. vous savez ce que disent les adultes détracteurs des PMA pour tous. On est là pour dire tellement que truffé de contre-vérités. Toutes les études montrent clairement qu'il n'y a aucune... Absolument. Caroline Mécari, bonsoir. Bonsoir. Avocate spécialiste en droit de la famille. Alors aujourd'hui, on le sait, en France, la PMA est réservée pour l'instant aux couples hétérosexuels dont l'infertilité est constatée médicalement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui vraiment, est-ce que les feux sont ouverts aujourd'hui, à votre avis, en France, pour étendre la PMA à toutes les femmes ? Alors écoutez, oui, il y a énormément de feux qui sont ouverts, comme vous l'indiquez. D'abord, sur le plan juridique, le Conseil d'État, dans un rapport du 28 juin 2018, a dit qu'il n'y avait rien dans la loi actuelle qui empêcherait une modification de la loi. Sur le plan éthique, le Conseil national d'éthique, dans 2 avis, l'un du mois de juin 2017 et l'autre très récemment du mois de septembre 2018, a dit qu'il n'y avait pas de difficulté éthique, il n'y a pas de problème éthique, donc ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis par ailleurs, nous avons un rapport qui vient d'être rendu par la mission parlementaire, donc c'est-à-dire un rapport qui est extrêmement conséquent. Les parlementaires ont entendu plus de 150 personnalités très différentes dans tous les champs, anthropologiques, juridiques, sociologues, psychiatres, psychanalystes, etc. Et donc ce rapport dit très clairement qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution sociologique des familles en France depuis maintenant une 20aine d'années, compte tenu du fait que les couples de femmes se rendent à l'étranger, ont accès à des procréations médicalement assistées dans l'un des 14 pays européens qui permet déjà la PMA aux couples de femmes, eh bien, il n'y a pas de raison pour ne pas ouvrir la PMA en France. Et donc, de ce point de vue-là, tous les feux sont ouverts. Et la volonté politique, je crois, y est aussi. C'est-à-dire qu'on a bien entendu le président Macron dire qu'il était favorable. Agnès Buzyn a indiqué qu'un projet de loi serait présenté en Conseil des ministres au mois de juin 2019 et que, vraisemblablement, le projet de loi serait débattu au Parlement à l'automne 2019. Donc je pense que vraiment, là, on est sur une voie qui devrait permettre à toutes les femmes françaises d'avoir accès aux procréations médicalement assistées telles qu'elles existent aujourd'hui. Pour les couples hétérosexuels, il ne s'agit pas de faire plus ou moins, pas d'eugénisme, pas je ne sais quoi. C'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et c'est important de le rappeler. Bien sûr, juste le fait qu'on ait retardé en Corse cette étude de la loi qui devait être au printemps, puis finalement l'été, où on parle effectivement d'agenda parlementaire très chargé, ça ne vous inquiète pas? C'est quelque chose qui vous paraît... Je peux comprendre. Évidemment, je peux être un peu agacée, comme toutes ces femmes qui souhaiteraient pouvoir avoir accès à la PMA aujourd'hui en France, mais je ne vis pas hors du sol, hors du monde, et donc j'entends les considérations politiques. Mais ça ne m'inquiète pas parce que très régulièrement, en tout cas, il a été indiqué de façon claire que la volonté de modifier la loi, elle était vraiment là. D'accord. Serge Effès, pour vous, la société, elle est prête, la société française ? La société française est divisée, comme sur beaucoup de sujets, mais elle est certainement prête parce qu'on voit chaque année que dans les statistiques et dans les sondages, que les avis favorables autour de l'homoparentalité, autour de la PMA pour les mères célibataires, eh bien, ça augmente très régulièrement. C'est-à-dire il y a quelque chose qui rentre un petit peu dans les mœurs. Et d'ailleurs, il y a une visibilité de ça aussi qui rentre maintenant. On voit dans des feuilletons, dans des films, dans des séries télévisées, etc. Oui. On voit apparaître les couples homosexuels et les familles homoparentales comme les autres. C'est pas des films sur les familles homoparentales, mais ils sont là avec les autres. Oui, je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'en fait, ça se fait. C'est-à-dire, on a l'impression, les opposants présentent les choses comme si la loi allait ouvrir la boîte de Pandore. C'est ça. Mais aujourd'hui, finalement, et d'ailleurs votre documentaire le montre, les gens le font, simplement ils le font à l'étranger, éventuellement dans des très mauvaises conditions. On sait très bien qu'en France, il y a des inséminations qu'on appelle sauvages. Et moi, je reçois certaines femmes qui le font. C'est-à-dire qu'ils le font en gros à domicile, avec du sperme qui a été... qui se font livrer des paillettes d'on ne sait où, de sperme congelé, avec qui le font sanitaire, avec des hommes qu'elles ont trouvés sur Internet, pas toujours avec les conditions
d'asepsie ou de je sais pas quoi, ou de sécurité. Donc en fait, ça se fait par milliers. Moi, je connais un seul centre belge assez réputé qui fait jusqu'à 700 ou 800 inséminations par an de femmes françaises. Je parle d'un centre. Donc, je crois que la légalisation va aussi permettre d'éviter qu'il y ait aujourd'hui une ségrégation par l'argent et aussi des mauvaises pratiques. Et d'ailleurs, dans votre documentaire, il y a cette histoire absolument tragique de ce couple d'hommes qui a fait appel à une sorte de coparentalité totalement non cadrée et qui se retrouve finalement avec un petit enfant qui est placé depuis 5 ans. Alors que, par exemple, en Belgique, la loi permet d'organiser. Ça ne se serait jamais passé comme ça, puisque cette coparentalité aurait été organisée juridiquement. Donc je crois que c'est aussi l'autoriser pour éviter cette espèce de politique de l'autruche où tout le monde va à l'étranger, on le fait, mais on le fait en douce. Sarah Levin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maman de 3 enfants qui sont nés par GPA aux États-Unis, donc grâce à des mères porteuses, une pratique qui est illégale aujourd'hui dans notre pays. Vous allez nous raconter votre histoire, mais déjà, comment vous réagissez quand vous entendez les opposants à la loi dire que ces parents-là font passer le droit à l'enfant avant l'intérêt de l'enfant? Ce n'est pas vraiment une question de droit à l'enfant, c'est un désir humain d'être parent, que de suivre les procédures techniques, médicales qui existent, qui sont bien établies dans les pays où c'est encadré légal et avec un suivi très clair légal pour tout le monde. C'est juste poursuivre le désir d'un enfant sans faire du mal à personne. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est le désir humain d'être parent qui est là, mais ce n'est en aucun cas pas un droit à l'enfant. Alors vous êtes mariée à un homme en l'occurrence, et vous ne pouviez pas avoir d'enfant naturellement. Oui, c'est ça. J'ai eu un cancer de l'endomètre qui a été découvert lors d'une FIV ici en France. D'accord. Et vous n'avez pas pensé à l'adoption à ce moment-là ? On avait pensé, mais on s'est renseigné. Et le problème, quand les gens disent et pourquoi pas l'adoption, c'est que les gens qui connaissent pas grand-chose ce qui se passe aujourd'hui avec l'adoption, il y a beaucoup plus de couples qui veulent adopter qu'il y a enfants qui sont prêts à être adoptés. On était passé la quarantaine, donc un âge où la majorité de pays acceptent pas les parents. Et mon mari avait déjà un fils de son premier mariage qui aussi nous a mis donc il n'était pas prioritaire d'adoption. Donc ensuite, est-ce qu'on aurait pu se retourner vers les États-Unis pour essayer d'adopter là-bas? Oui, mais... Donc vous avez pensé à la GPA, votre pays effectivement où c'est légal, et votre mari a été facile à convaincre ou pas, où ça a été plus compliqué? Pas du tout. Mon mari, il avait l'avis de, je dirais, en français moyen, de n'importe qui, en disant qu'il ne connaissait pas grand-chose sur le GPA, mais il avait toujours entendu que c'était mauvais, donc il est resté là. Et la première fois qu'on en avait parlé de ça, il a dit, mais surtout pas, je veux pas être dans un truc mauvais comme ça. C'était quoi? C'était le fait de payer éventuellement une femme pour porter votre bébé? Je pense que c'était tout, que c'était pas très naturel et que oui, c'était illégal en France et donc il pensait que ça voulait dire que c'était immoral de le faire. D'accord. Sauf qu'il a commencé à comprendre comment ça se passait pour du vrai. Il a compris que les conditions dans lesquelles nous, on s'est lancé, qui est aux États-Unis, dans les pays, dans les États où les règles sont très claires, où il y a les avocats à la fois pour la femme porteuse et aussi pour nous, où les choix étaient très clairs, qu'elle avait le droit de prendre les décisions pour son propre corps jusqu'à la fin et tout, que c'était les conditions de vraie vie où, qu'effectivement, qu'il pouvait dire que oui, mais en effet, ce n'est pas ce que il avait pensé dès qu'il a commencé à creuser et à comprendre comment ça se passait dans la vraie vie. Donc vous avez eu 3 enfants avec 3 mères porteuses différentes. Oui, toujours avec la génétique. C'est l'enfant de votre mari et de vous, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu besoin d'avoir recours à un don. Vous avez suivi la grossesse, l'accouchement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours des liens avec ces femmes? Oui, une de ces femmes est ma sœur. Les 2 autres sont comme mes sœurs.
été, quand je rentre aux États-Unis, on passe beaucoup de temps ensemble, à la fois entre femmes et aussi avec tous les enfants de tout le monde. On est tous les 4, on a 3 enfants, donc c'est beaucoup de monde quand on est tous ensemble. Mais aussi, entre ça, il y a beaucoup d'échanges par mail, par téléphone, par Facebook et tout ça. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai élargi ma famille en faisant ce Et pour vos enfants, bon, le petit, il y en a un qui est vraiment petit, mais pour les 2 autres, c'est quoi? C'est des marraines? Ça correspond... On est américains, donc on est un peu plus décontractés, donc on les appelle par leur prénom. Oui, non, mais c'est... Donc, chacun sait lequel était les apporter. Nous, on parle de... Moi, j'avais toujours une chose, c'est que je veux que mes enfants peuvent répondre à la question quand est-ce qu'ils ont su qu'ils sont nés par GPA, en répondant « j'ai toujours su ». Donc, moi, j'ai commencé à parler de mes enfants de la GPA quand ils avaient 1 an, même moins. Et on lit régulièrement les livres sur la GPA. Il y a un livre qui n'est pas sur la GPA, mais c'est un kangourou qui n'a pas une poche, qui met un tablier qui est en poche. Et on lit les livres comme ça tout le temps et on en discute très souvent. Oui. Vous voyez, écoutez, on entend beaucoup parler comme ça d'espèces de droit à l'enfant très égoïste dans toutes ces nouvelles configurations familiales, comme si c'était des parents qui n'avaient aucune idée, voilà, de ce que c'était réellement qu'être de bons parents. Et qu'est-ce qu'on entend dans tous ces témoignages? On entend des exemples de collaboration, d'amitié, de partage, de dons, d'expériences partagées, de tendresse partagée entre plein d'adultes et des enfants qui bénéficient de ça pendant toute leur enfance. Et moi, c'est plutôt ces situations-là que je vois. C'est pas des situations de parents vampires qui s'emparent d'un enfant pour leur propre plaisir. C'est des parents qui sont, par la force des choses, dans ces expériences de partage, de relations, de plaisir partagé autour des enfants. Et vraiment, c'est très positif. Oui, je voudrais ajouter, puisque moi, je les reçois, même si on n'a pas le droit de les traiter. Moi, je reçois des femmes pour leur donner un avis ou des couples sur leur situation, certaines qui ne savent pas quoi faire, d'autres qui savent mais qui ne savent pas comment le faire. Et je n'ai jamais entendu de droit à l'enfant, jamais. Je dirais même, peut-être à risquer d'être un peu choquant, que toutes ces configurations particulières sont des femmes ou des couples, que ce soit des couples hétéros ou homos, qui ont beaucoup plus réfléchi à avoir cet enfant que des couples standards, classiques, puisque... Vu le parcours qu'il faut, effectivement... Exactement, et d'ailleurs, on le voit bien dans votre documentaire, à quel point tout le monde a réfléchi, et prenons l'exemple des femmes célibataires, je n'ai jamais rencontré une femme célibataire qui ne s'est pas exprimée très vite sur l'appréhension qu'elle avait à l'idée de faire un enfant seul et l'idée que pour elle, c'était un second choix. Hein. C'est pas des femmes qui font des enfants seuls parce qu'elles n'aiment pas les hommes, c'est parce qu'elles ne l'ont pas rencontré pour X raisons et qu'elles auraient bien sûr préféré. D'ailleurs, beaucoup disent ça m'empêchera pas de rencontrer quelqu'un après. Bien Donc c'est le droit à l'enfant, pour moi, ça n'existe pas, en tout cas chez ces femmes. Caroline Mécari, ces enfants, donc quelle que soit la façon dont ils sont nés, ils sont là. Oui, ils sont sur cette terre. Et pourtant, pour certains enfants, c'est quasi impossible de faire reconnaître leur filiation par la loi. Qu'est-ce qui coince? Alors, bon, il y a différentes situations dans le documentaire que vous avez présenté. C'est ce qui est intéressant, en fait, c'est de la très grande variété de faire famille. Mais comme c'est des manières de faire famille qui ne sont pas prévues par le droit, eh bien, il faut trouver des manières de protéger ces enfants. Donc, pour les protéger, ces enfants, en fonction des configurations, eh bien, on peut envisager soit de mettre en place l'adoption de l'enfant du conjoint. Par exemple, vos mères. Je ne sais pas du tout si sur l'acte de naissance, il y a un père ou s'il n'y a qu'une seule mère. Qu'est-ce qu'il y a sur votre acte de naissance? Il y a que vous. Au départ, il n'y avait que ma mère, biologique. Vous avez été adoptée par votre... j'ai été reconnue par mon père. D'accord, ok. Et adoptée par votre mère. Par ma mère. Voilà, bon, ça c'est une possibilité dans le cadre d'une adoption simple. Un couple de femmes qui aujourd'hui va en Belgique pour fonder une famille, elles reviennent, celle qui est enceinte va donner naissance à un enfant. Sa compagne, si elle se marie, va pouvoir donc adopter l'enfant de celle qui est la mère. Et donc on va pouvoir mettre en place une adoption plénière de l'enfant du conjoint. Dans le cadre d'une évolution de la loi, ce qu'il sera intéressant de mettre en place, c'est justement un mode d'établissement du lien de filiation
à l'égard de celle qui n'a pas accouché, qui soit automatique dès la naissance de l'enfant, de manière à pouvoir le protéger dès qu'il vient au monde, en fait. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, il y a une autre question qui se pose, et sur laquelle tout le monde, disons, un certain nombre d'idées sont inexactes, mais c'est la question de la reconnaissance des actes de naissance des enfants qui sont nés à l'étranger dans le cadre d'une GPA. C'est par exemple vos enfants. Vous avez 3 enfants sur lesquels vous êtes inscrite comme mère, votre mari est inscrit comme père, et vous souhaitez, puisque le père est français, que vos enfants puissent avoir un acte de naissance français. En droit, en réalité, on n'en a pas besoin, mais symboliquement, c'est important. Et donc là, oui, il y a un refus de la Cour de cassation d'inscrire la mère sur l'acte de naissance français. Mais c'est un refus d'inscription qui est lié en fait à un combat contre la gestation pour autrui. D'accord, donc on peut effectivement avancer. Parce que ce que j'ai découvert moi, en préparant cette émission, c'est qu'en France, la mère est celle qui accouche. Alors, ça n'est pas la mère biologique ? Non, alors en droit français, d'abord il faut quand même rappeler une chose, c'est que en droit français, ce qu'on appelle les liens de filiation, eh bien ce n'est pas la biologie. D'accord. Ce sont les règles de droit qui disent comment un enfant a des parents. Par exemple, le mari de la mère est le père par la présomption de paternité. Non pas parce qu'il a eu une relation sexuelle avec la mère, mais parce qu'il est marié avec la mère. C'est la présomption de paternité. Il peut ne pas être le père de l'enfant en réalité. De même qu'un homme qui n'est pas marié avec la femme qui accouche, s'il reconnaît cet enfant dans le cadre d'une reconnaissance de paternité, on ne lui demande pas au moment où il fait cette reconnaissance de paternité à la mairie, on ne lui demande pas de venir avec un test ADN. C'est son engagement en tant que parent. Donc, non, ce n'est pas que l'accouchement qui fait la mère. On peut par exemple être mère en ayant adopté un enfant. Votre deuxième mère est mère parce qu'elle vous a adopté. Elle n'a jamais accouché, mais pourtant, elle est bien légalement aussi votre mère. Et par ailleurs, il faut quand même rappeler qu'il existe en droit français un truc, vraiment quelque chose qui est très particulier. Une femme peut accoucher, demander le secret de son accouchement, et elle ne sera jamais la mère de l'enfant en question. Elle ne figurera jamais sur l'acte de naissance. Donc, le principe selon lequel la mère est toujours celle qui accouche connaît des exceptions. On va voir un extrait, on va revoir un extrait pour voir comment on peut annoncer ça à ses enfants. Est-ce que vous avez toujours su, à partir de quand vous avez su, est-ce que vous avez expliqué très tôt quelle était votre histoire parentale ? C'est compliqué parce que moi je n'ai pas posé de questions en fait. Oui. Puisque j'étais née là-dedans, moi j'avais pas de questions à poser. Pour moi il n'y avait pas de soucis. En fait, il y avait même pas d'originalité particulière. En plus, j'avais un père qui était certes pas à la maison, mais j'avais un père, mais pas à la maison comme beaucoup de mes camarades d'école à l'époque. Donc, moi, je me suis jamais trop posé de questions. La question, c'est éventuellement quand est-ce que j'ai mis un mot sur la situation, homoparentalité, homosexuel. Là, ça arrivait, je sais pas, je me souviens plus, mais pour moi, ça a été tellement. C'est naturel. Ah ouais, ça s'est passé que, enfin. En fait, je le savais, mais il y a juste eu un mot qui a été posé à un moment donné, et puis voilà, le mot était celui-là, mais moi, ça ne me changeait pas ma vie, ça ne me changeait rien, quoi. Oui. Pardon, juste, c'est vrai que c'est moi qui travaille avec les familles homoparentales depuis 20 ans. En fait, ce que je sais, c'est que pour l'enfant qui évolue dans une famille de 2 hommes ou de 2 femmes, sa première réalité, son environnement d'emblée, ça va d'abord être cette famille. Et c'est l'extérieur qui va éventuellement l'amener à voir les différences et donc là, à poser des questions et à avoir donc des réponses parce que, comme vous l'avez souligné, Dr Oliven, et comme l'a souligné Serge Effez, ce sont des familles qui, comme le fait de vouloir avoir un enfant, c'est pas une donnée qui va de soi, c'est des familles qui réfléchissent énormément, mais vraiment considérablement. Et donc, elles sont prêtes à affronter les questions des enfants. On va parler de l'anonymat du don, parce que c'est une question vraiment qui est importante. Mais juste, on voit cet extrait d'Isabelle, qui est mère célibataire et qui, à l'approche de la quarantaine, donc, est allée en Belgique, on l'a évoqué, pour réaliser une PMA avec don de sperme. Et elle explique donc à sa petite fille Charlotte comment elle a été conçue en s'aidant de la lecture d'un livre pour enfants. Doucement, doucement. Je suis inquiète. Je deviens trop âgée pour avoir un bébé. Et si j'attends plus longtemps, je ne pourrai jamais avoir d'enfant.
Et tes ovules et ton utérus, son ventre, il vieillit. Donc ça sera difficile pour avoir un bébé dans son ventre. Pourquoi ne prendrais-tu pas le sperme d'un donneur? Et voilà, regarde comment ça se passe. Là, tu as le sperme, tu vois? Là, c'est la petite graine du donneur, tu vois? Ça, c'est la petite graine de la maman. Ça, c'est une petite graine de papa et ça, c'est une petite graine de maman. Et tout ça, ça va dans une éprouvette et ensuite, ça va dans le ventre. Oui. Et après, ça devient un bébé écureuil. Et toi, c'est devenu un bébé humain, une petite Charlotte. C'est comme ça que tu as été faite, tu vois? Voilà, on a compris effectivement que se pose le problème d'explication sur la conception, mais aussi sur le géniteur. Pour vous, Serge Effez, en cas de don de sperme, c'est indispensable la levée de cet anonymat? Écoutez, indispensable, je ne vais pas dire les choses comme ça, puisque depuis 30 ans, ça fonctionne avec l'anonymat. Maintenant, c'est pas pareil dans tous les pays. C'est pas pareil dans tous les pays. On voit de plus en plus de jeunes qui sont nés avec cet anonymat et qui en souffrent aujourd'hui. Je trouve que par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qu'on voit, c'est-à-dire ce que découvrent les enfants, c'est un monde de partage, c'est un monde de dons, c'est un monde où les gens s'échangent les choses, où ils ne sont pas la propriété jalouse de parents, mais voilà, il y a tout un réseau qui a été là pour les mettre au monde. Je trouve ça plus beau de leur dire, voilà, il y a un monsieur très gentil, effectivement, qui a donné sa graine, qui m'a permis d'être maman, qui nous a permis à toutes les deux d'être maman. Eh bien, ce monsieur, un jour, tu peux le rencontrer, tu peux aller le voir, tu peux voir la tête qu'il a, tu peux lui dire bonjour, tu peux lui dire merci monsieur, que je sois là au monde. Je trouve ça plus joli de dire ça aux enfants. Donc moi, je suis favorable à l'anonymat, tout simplement pour des raisons humaines, c'est-à-dire qu'on soit dans une société de partage, de dons, de visibilité, et pas une société dans laquelle les choses se font de façon anonyme sur un coin de paillasse avec une éprouvette. Je trouve pas ça très joli comme idée. Mais si on change ça, professeur Oliven, là encore, l'argument, c'est le fait de dire qu'il n'y aura plus du tout de don de sperme. Si on demande aux... C'est faux. Il y a 2-3 pays qui ont fait ça, la Suède, l'Angleterre, et qui ont montré qu'au début, il y avait effectivement une petite baisse. Et je crois qu'en Suède, même, il y a plus de donneurs aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque où c'était anonyme. Donc, bon, la pénurie de donneurs, elle existe. En France, que ce soit les dons d'ovocytes qui amènent des milliers de couples à aller à l'étranger ou le don de sperme, c'est un vrai problème. Et voilà, on n'a pas encore trouvé une idée géniale pour le régler, malheureusement. Je sais que les Belges, par exemple, moi je trouve, si vous voulez, que cette loi, elle pourrait aussi permettre soit d'être innovant, soit d'être intelligent. Les Belges, par exemple, qui avaient cette pénurie de donneurs, ils se sont réunis, ils ont défini un certain nombre de critères et ils ont accepté qu'un certain nombre de banques étrangères puissent leur livrer, entre guillemets, des paillettes de sperme pour faire face à la pénurie, mais dans des conditions particulières. Donc, ils n'ont pas accès à n'importe quelle banque, ils ont accès à certaines banques et ils ont réglé leurs problèmes. Et aujourd'hui, un don de sperme en Belgique, c'est 3 mois et c'est pas forcément avec des spermes d'origine belge. Et les Belges, je peux vous assurer qu'ils ont des lois très strictes. Donc, je pense qu'on pourrait aussi, par exemple, imaginer d'inciter les femmes célibataires peut-être à avoir un donneur connu, parce qu'on en a, malheureusement c'est peu, mais moi je vois des femmes qui ont décidé plutôt justement pour répondre à cette problématique de faire appel à un don de sperme connu. Aujourd'hui qu'il n'y a pas de loi qui permette d'encadrer, de protéger ce qui est arrivé dans cette histoire tragique de votre documentaire, peut-être que ça se fait moins. Si demain on l'organise, peut-être que ça se fera plus, parce que des désirs de coparentalité, il y en a peut-être bien plus qu'on ne le pense. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, juste, effectivement, en France, en fait, on a un anonymat du don et donc on ne peut pas avoir ce qu'on pourrait appeler un don fléché. C'est-à-dire, on connaît la personne qui va faire ce don. Mais on peut tout à fait envisager, d'abord, à la fois une levée de l'anonymat, dont il faut quand même dire quelque chose qui est très important. Ce n'est pas parce que le donneur est identifié qu'il va y avoir un lien de filiation qui va être établi à son égard. Ça, c'est vraiment très important de dire que la connaissance de l'identité, des éléments de l'histoire du donneur, voire même éventuellement pouvoir le rencontrer, ça ne va pas modifier la situation sur le plan juridique pour l'enfant qui reste stable. Et d'ailleurs, les demandes des enfants qui sont nés grâce à des tiers donneurs, aujourd'hui, elles ne sont pas une demande... Ils ne cherchent pas un père, ils veulent juste avoir accès à une question autour de leur origine, de leur histoire, tout simplement. Donc, si on ouvrait effectivement, s'il y avait une levée de l'anonymat, on pourrait envisager d'une part que le don soit fléché, en encadrant
de manière à ce que, si on est vraiment dans le cadre d'un don, il n'y ait pas de possibilité de reconnaissance de l'enfant. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important, je pense. Et puis, par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors là, il semblerait qu'elle ne le fasse pas. Bon, l'agence de biomédecine, elle peut faire de l'importation, exportation de gamètes, mais je crois qu'elle ne le fait pas. Et on peut mettre aussi en place des campagnes, j'allais dire, pour inciter les citoyens à faire des dons. Voilà, ça, en plus, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que les tests biologiques sur Internet se multiplient de tous les côtés. Ça doit être illégal, c'est très pratiqué. On arrive à croiser les tests et qu'il y a énormément d'enfants qui sont nés par procréation anonyme et qui retrouvent leur géniteur. Donc il faut bien voir que maintenir cet anonymat du don, de toute façon, c'est une fiction aujourd'hui et qu'il vaut mieux l'encadrer, comme dit Caroline, plutôt que de laisser les choses se faire de façon sauvage sur la toile. Louis, ça vous aurait posé un problème de ne pas savoir qui était votre père ou pas? Ça vous a apporté quoi? Je trouve ça toujours bizarre comme question parce que j'en sais rien, du coup, parce que je le connais. Mais non, je peux... Sans doute qu'on doit se poser des questions sur d'où est-ce qu'on vient génétiquement, d'où est-ce qu'on... Après, moi j'ai tendance à moins donner d'importance à la génétique de fait de mon histoire familiale, puisque, enfin, ma deuxième mère n'a absolument aucun lien génétique avec moi et c'est ma mère. Et de fait, en plus, je lui ressemble. Je prends des expressions, je prends une façon de parler. Et donc, voilà, moi, j'ai tendance à moins accorder... mais c'est peut-être aussi parce que moi, je sais d'où je viens. Et c'est facile, hein, j'ai un papa breton, un papa normand et une maman savoyarde. Donc, c'est vrai que... Bon, voilà, moi, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être plus simple. Mais j'aurais tendance à moins apporter d'importance à la question génétique de la chose. Et pour vous, Sarah, est-ce que du coup c'était important que vos enfants soient de votre mari, que le père, que vous viviez avec leur père? Est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses si ça avait été un don de sperme, si votre mari n'avait pas pu en avoir un? Difficile à dire. Je ne pense que ça changera pas mon amour pour mes enfants s'ils n'étaient pas génétiquement les miens ni le sien. Ça s'est dit, mon mari fait partie des hommes qui étaient sensibilisés à la pénurie de sperme en France et qui est devenu du coup donneur, malgré le fait qu'il a 4 enfants. Et il a signé que si la loi change en France, qu'il est prêt à rencontrer ces personnes en étant ouverte à donner un peu de cette question d'origine et en expliquant qu'il n'est pas leur père. Donc, c'est une question pour laquelle nous, on a pas mal réfléchi parce que, surtout quand on s'est lancé dans tout ça, on ne savait pas si on allait arriver avec notre génétique ou pas. Donc, honnêtement, mes enfants, il y a une famille à notre école avec les enfants adoptés. Et mon fils, ça lui a beaucoup troublé, cette famille avec les enfants adoptés. Il parlait, oui, mais c'est pas la vraie mère, il m'a dit un jour. Et je dis, mais ce n'est pas la vraie mère, c'est quoi la mère? C'est quoi une mère? Est-ce que c'est la personne qui les a accouchés? Ou est-ce que c'est la personne qui est là quand elle pleure, quand elle a un problème, quand elle a besoin de raconter sa journée? C'est quoi pour toi la mère? Parce que il y a les gens qui sont pour le GPA qui détestent le mot mère porteuse. Mais moi, ça me gêne pas du tout. Parce que je pense que c'est le fait d'être mère qu'elle a voulu porter pour autrui, au moins pour les 3 femmes qui ont porté pour moi. Et le côté maternel est quelque chose de très important. Et je pense que la majorité de parentalité, moi je dis mère, mais c'est également pour un couple d'hommes qui sont pères, une famille c'est l'amour. C'est construit avec le quotidien. C'est le bain, c'est l'histoire, c'est le petit déjeuner, c'est la discussion autour d'une table, c'est la sortie au parc, mais c'est le quotidien. Le génétique n'a rien à voir là-dedans. Qui sont les géniteurs n'est pas très important dans tout ça. C'est le quotidien. Et ça, c'est l'amour qui le construit. Oui, moi j'ai trouvé dans votre documentaire, pourtant j'ai vu quand même pas mal de cas depuis 20 ou 25 ans de ma carrière, et j'ai été très ému par la scène où la mère porteuse vient rencontrer les parents. Parce que souvent, quand on lit des choses sur la GPA, ces femmes sont présentées soit comme des grandes malades qui font ça parce qu'elles ont une névrose gravissime,
ou pire, dans un article célèbre comme des prostituées. Donc, et je trouve qu'on voit très bien, bien que ça soit bref, comme toujours, mais souvent, les reportages, on voit la mère porteuse à part et on se dit oui, elle dit ça. Et là, je trouve qu'en 3 minutes, on voit tout en même temps. On voit la reconnaissance des deux papas. On voit que cette femme, finalement, elle l'a fait vraiment dans un geste altruiste et pas du tout, ni pour gagner de l'argent. Elle prend quand même l'avion pour aller les rencontrer. Et moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire de montrer que toutes les GPA, évidemment, ne sont pas bonnes à prendre, puisque on a aussi vu ces reportages sur les espèces d'horribles poulaillers thaïlandais ou indiens. Mais que quand c'est encadré, quand ça se passe bien, ça peut se passer bien, et c'est des femmes altruistes et rien d'autre. Et on voit que les parents, effectivement, ce sont ces deux hommes, et qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de choses compliquées à comprendre. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. Cette question, de toute façon, de l'extension de la PMA pour toutes devrait être débattue à l'été prochain. La GPA, on verra quand ça s'inscrit dans ce calendrier. Et on rappelle effectivement que plus de 60% des Françaises se disent favorables à cette mesure. Voilà, pour en savoir plus, quelques livres. Pour la PMA du professeur François Oliven, c'est chez Jean-Claude Lattès. Sarah Levin, lorsqu'on a que l'amour, c'est chez Flammarion, qui a été écrit avec Amy Melton, qui est la mère porteuse de votre premier enfant. C'est ça. Voilà. Et puis Serge Effez, La fabrique de la famille, c'est aux éditions Kéro. Vous pouvez évidemment voir ou revoir ce documentaire L'enfant de tous les possibles de Lorraine de Bézieux et Lise Barnéou et le débat sur le site France TV. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5. Je vous donne rendez-vous mardi prochain à partir de 20h50 pour un nouveau numéro du Monde en face. Bonsoir. Thank you.